L'essentiel, la suite, on va plus loin dans un instant avec, vous voyez son ouvrage, Richard Verly, Le bal des illusions, coécrit avec François d'Alençon, Ce que la France croit, ce que le monde voit, c'est publié chez Grasset. Merci d'être avec nous. Richard, face à vous, notre chroniqueur international ici à France 24, Philippe Turle. Bonjour Philippe. Bonsoir Raphaël. Au sommaire, aujourd'hui, message de condoléances après la mort d'Ebrahim Raïssi, y compris de la part de l'OTAN et de l'Union européenne, qui s'attire les foudres d'une partie des internautes choqués après les massacres commis ces derniers mois par la répression en Iran. Israël et Washington choqués aussi, mais par la déclaration cette fois du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, qui réclame des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que 3 membres du Hamas. C'est tout de suite, on va plus loin. Saura-t-on les raisons qui ont causé l'accident d'hélicoptère à l'origine de la mort hier du président iranien? Téhéran ordonne une enquête. Retour sur les circonstances du crash. En images avec Maryse Burgot pour France Télévisions. Ce sont les dépouilles des 9 passagers de l'hélicoptère. Parmi ces corps, celui du président Ebrahim Raïssi. Sur les lieux du crash, dans cette zone escarpée et boisée, un journaliste iranien commente. Cet accident s'est produit à cause du brouillard épais qu'il y avait dans la région et des fortes pluies dans cette jungle où je me trouve. Le président élu depuis 3 ans rentrait en hélicoptère après l'inauguration d'un barrage. 5 jours de deuil national viennent d'être décrétés par le guide suprême, c'est-à-dire l'ayatollah Khamenei. C'est en fait le vrai détenteur du pouvoir en Iran. Le président décédé n'était qu'une sorte de premier ministre, un exécutant. L'ayatollah déclare d'ailleurs ce matin que la continuité sera assurée. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de perturbation dans le travail du pays. Cet inconnu de 68 ans va assumer les fonctions de président par intérim. Avant la présidentielle, elle se tiendra dans 50 jours. Dans les rues de Téhéran ce matin, face aux caméras, les Iraniens ne se risquent pas à dénigrer le président décédé et ultra-conservateur. Notre président était un très bon leader, que Dieu le bénisse. Mais hier soir, des feux d'artifice ont célébré l'accident d'hélicoptère. Un opposant au régime ose nous parler, mais à visage caché. Notre jeune génération est contente qu'il soit mort. Ça nous fait bien rire. Et on le dit sur les réseaux sociaux comme Twitter. Ebrahim Raïssi était en fait impopulaire. Il a systématiquement réprimé toute opposition. Richard Verly, le chef d'état-major des forces armées, Mohamed Bagheri, ordonne une enquête, une procédure incontournable en pareilles circonstances, ou bien le signe qu'on soupçonne côté iranien une cause non accidentelle? Bon, le fait d'ordonner une enquête, je crois que c'est effectivement incontournable et ce serait le contraire qui aurait été très étonnant. Néanmoins, il y a plusieurs éléments qui laissent perplexe. D'abord, il y avait 3 hélicoptères qui se déplaçaient, donc 2 hélicoptères, j'imagine, de protection ou avec d'autres personnalités, et un seul s'est crashé, celui du président et de son entourage immédiat, avec notamment le ministre iranien des Affaires étrangères. Bon, certes, la zone, il y a le brouillard, il y a la zone forestière très dense, mais l'on sait aussi, vous vous rappelez les frappes qui ont tapé la Syrie et autres, que les Israéliens ont à plusieurs reprises, notamment, réussi à cibler des dignitaires israéliens, soit des commandants militaires, c'était le cas pour le consulat à Damas, soit des scientifiques experts dans le domaine du nucléaire, et là, Israël n'a jamais revendiqué. Bref, le soupçon est là. Et le soupçon, il est là de toute évidence. Il sera là dans la population, il sera là aussi pour le régime, parce que la réalité des faits, c'est que le régime iranien est un régime très infiltré et que la plupart de ses dirigeants ne savent sans doute pas vraiment à qui se fier. Je dirais que, oui, pour moi, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a autorisé ce vol à décoller quand il y avait des conditions météo tellement exécrables? Qui a pris la décision de laisser partir ces hélicoptères quand ils savaient qu'il y avait du brouillard, qu'il y avait de la pluie, que c'était quand même très dangereux? Alors ça, je pense que l'enquête
nous le dira, mais ça, c'est la première responsabilité. Pour vous, c'est plus de l'incompétence et l'action météorologique? Alors, il semble que le pilote de cet hélicoptère a pris la décision lui-même de piloter, de décoller, mais ayant peur des rétributions s'il refusait d'emmener le président dans l'hélicoptère. Donc, enfin, il a perdu la vie aussi. Mais ça en dit long sur la situation d'intimidation en Iran. Et la deuxième chose, c'est que ça en dit long aussi sur la condition de maintien de ces appareils. Parce que, vu les sanctions, vu les problèmes que les Iraniens ont pour obtenir des pièces détachées pour entretenir leurs appareils, et bien, ça en dit long sur le fait que peut-être cette fois-ci, c'est un hélicoptère qui avait quand même, certes, un grand âge, mais peut-être mal entretenu aussi. Donc, le pays est quand même dans une position de faiblesse vis-à-vis des pièces d'échange qui viennent de l'étranger. On peut gager que l'appareil datait de plusieurs décennies. Hein. Alors oui, c'était un appareil américain, un Bell, si je ne me trompe pas, un Bell 62, qui sont des hélicoptères américains qui étaient en service à la fin de la guerre du Vietnam. Vous savez, les appareils qu'on voit dans Apocalypse Now, dans le film, ça vous dit quelque chose. Et c'est des appareils qui, par définition, vus depuis la révolution de 1979, n'ont pas été renouvelés. Oui. Et très vite, l'Iran étant sous sanction et donc embargo de ce point de vue-là. Absolument. Donc on peut d'ailleurs s'interroger sur le choix de cet hélicoptère. Pourquoi voler dans un tel hélicoptère alors que tout de même, via la Chine, via la Russie, l'Iran a accès sans doute à d'autres types d'hélicoptères. Donc il y a un certain nombre de faits bizarres, on va dire. Ça rappelle aussi un autre crash. Rappelez-vous, 2010, le crash de l'avion présidentiel polonais au-dessus de Smolensk, alors que le président polonais de l'époque, Lech Kaczynski, se rendait à une cérémonie en Russie. C'était à peu près dans le même brouillard, dans une zone forestière de ce type. Il a été dit et avéré, selon l'enquête, que c'était un accident, mais je peux vous dire que toujours en Pologne aujourd'hui, beaucoup croient... Et voilà la main de Moscou. Absolument. Eh oui. L'Iran annonce en tout cas un deuil national de 5 jours. On a vu hier des images circuler, on vient de les voir sur les réseaux sociaux, de feux d'artifice indiquant un soulagement chez certains Iraniens, à tout le moins en tout cas. Ce deuil peut donner lieu à des scènes gênantes pour le régime, Philippe? Je pense en Iran, ça va être extrêmement difficile pour la raison suivante que le régime, je pense, a peur de la réaction dans la rue. Et donc, les décisions qui sont prises, ce n'est pas les décisions qui étaient prises par le président, c'est le guide suprême qui décide avec les gardiens de la révolution. Et donc, je pense que malheureusement, au lieu de voir une certaine ouverture ou facilité pour que chacun dise ce qu'il pense en Iran avant les élections dans 50 jours, il y aura encore plus de répression, plus de couvercle qui va être mis sur le pays, donc ça va être extrêmement compliqué. On a vu dans le reportage avec cette personne qui a voulu témoigner mais un visage caché, et ceux qui veulent témoigner un visage découvert, ils vont dire que du bien du régime, parce qu'il y a un tel climat de peur et d'intimidation que ça va être extrêmement compliqué. Mais je pense que là où il y a un problème pour le régime, c'est qu'ils savent qu'il y a un mécontentement grandissant en Iran. On a eu plus de 50% d'abstention la dernière fois. C'est quand même historique que 50 jours, c'est quand même un peu juste, parce que tout ça, ce n'était pas prévu. Donc, le régime, malheureusement, je pense que va être encore plus dur maintenant que d'habitude. Il faut s'attendre à un tour de vis, Richard Verly, pour un pays qui vient de perdre son ministre des Affaires étrangères, son président et successeur désigné du guide suprême. Ça laisse quand même un vide aujourd'hui qui ne demande qu'à être comblé. La guerre de succession est ouverte ? Oui, et de toute manière, c'est le réflexe naturel d'un régime. Vous voyez ce qu'on vient de dire. Il y a sans doute des soupçons à l'intérieur du régime. Qu'est-ce que va faire le guide suprême Ali Khamenei? Il va tout verrouiller le plus possible, au moins dans les mois qui viennent. Et puis ensuite, on va voir émerger des figures. Mais vous imaginez bien que les figures qui émergeront pour l'élection présidentielle seront présélectionnées. Par les gardiens de la Révolution, entre autres. Bien sûr. Oui. Donc oui, je pense que ça va être une phase très dure au sommet de l'État. Alors après se pose une question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est-à-dire au fond, le président qui a été tué, que contrôlait-il de l'appareil d'État? On vient de dire que c'était un exécutant. Oui, mais quand même, on le soupçonnait ou on pensait qu'il serait le successeur destiné aux plus hautes potentiel. Oui. Donc ça veut dire qu'il contrôlait des gens, qu'il contrôlait sûrement des montants d'argent importants à travers, vous le savez, les fameuses compagnies, notamment d'exportation d'hydrocarbures qui font la richesse de ce régime. À l'évidence, une fissure a été ouverte par cet accident et les conséquences, il est trop tôt pour le dire. Je dirais encore une nuance par rapport à ce que dit Richard, c'est que
ce président a été vraiment la copie conforme de ce que vous voulez, ou faisait la copie conforme de ce que vous voulez, le guide suprême. Oui. Parce qu'avant, vous avez eu des présidents qui ont quand même été en désaccord avec le guide suprême, qui ont été en disgrâce. Cette fois-ci, pas du tout. Et c'est pour cette raison-là que Raïssi était destiné, choisi. Bon, c'est pas ça qu'il le serait, mais où il aurait été. Mais le prochain guide, parce qu'il était complètement conforme et acceptait tout ce que disait le guide suprême. Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de personnalité sur le fond. Les messages de condoléances, c'est peut-être ça qui a le plus surpris finalement hier. Ils sont nombreux, alors bien sûr des alliés traditionnels, Syrie, Russie, Chine, mais aussi de la part des Occidentaux. La France adresse ses pensées aux familles des victimes de cet accident. L'OTAN même a présenté ses condoléances au peuple iranien. Et puis dès hier, l'Union européenne a activé son système de cartographie pour aider l'Iran à localiser l'appareil. Est-ce qu'on en a trop fait, Philippe Turle, pour un adversaire déclaré des Occidentaux qui n'hésitait pas à agiter la menace nucléaire dernièrement et puis qui, comme procureur puis comme président, était quand même la principale figure d'une répression sanglante, ce que ne manquent pas de rappeler les seuls aujourd'hui, les Américains, qui l'ont dit pour seule réaction. Et oui, il avait du sang sur les mains. Alors, vous savez que la diplomatie est quand même très polie. Donc, il est de rigueur quand quelqu'un décède, qu'on l'aime, on l'aime pas, qu'on est en accord ou pas d'accord avec lui ou elle, qu'on envoie des condoléances. Mais il faut voir aussi quelles condoléances on envoie. Et quand on lit le message qui vient de la France, c'est du Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, c'est pas de l'Élysée, c'est pas d'Emmanuel Macron. Donc, ça, on dit aussi quelque chose sur le fait que, bon, on est obligé de dire quelque chose pour des raisons diplomatiques, mais on dit le strict minimum, parce que si on ne dit rien, ça peut être mal pris par d'autres personnes. Et il faut quand même, c'est pas seulement avec l'Iran qu'on garde les contacts. Il y a d'autres pays qui ont des liens avec l'Iran, avec qui nous, on doit avoir des liens. Donc c'est normal qu'on envoie nos condoléances pour satisfaire les autres pays aussi. Donc c'est pour cette raison-là que tout le monde a donné leur avis là-dessus, envoyer leurs condoléances, mais ça ne va pas dire que les gens sont en train de pleurer à Paris. Voilà, des larmes de crocodile sur le mort de Raïssi en Iran. Tout de même, il ne s'agit pas quand même d'une catastrophe naturelle. Ce n'est pas le tremblement de terre qu'avait connu l'Iran il y a quelques années. Il ne s'agit pas de venir en aide au peuple iranien. L'Union européenne a-t-elle eu raison d'activer son système de cartographie hier? Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé. J'imagine qu'il y a des mécanismes presque automatiques. Si un État fait appel à l'Union européenne, à ce moment-là, et que cet État a des relations avec l'Union européenne, le système est activé. Je ne pense pas qu'il s'est agi d'une décision politique. Alors, on peut poser la question inversement. Est-ce qu'à un moment donné, il n'aurait pas fallu faire des consultations politiques pour savoir si... Écoutez, moi je pense que de toute manière, vu l'issue de ce qui s'est passé, c'est-à-dire le président iranien tué, son hélicoptère écrasé, de toute façon ça n'aurait rien changé. En gros, il n'a pas été sauvé grâce à l'aide européenne. Quel message envoie-t-on au peuple iranien qui s'est soulevé, vive femme liberté, quand on a une minute de silence à l'ONU? Alors ça, c'est autre chose, la minute de silence. Mais là encore, comme l'a dit Philippe, la diplomatie est assez rituelle. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà à l'ONU des minutes de silence pour d'autres tyrans? Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais il y a des règles comme ça. Vous savez qu'on retrouve par exemple, un exemple que je connais bien, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, régulièrement des régimes qui ont, eux, du sang sur les mains aussi. C'est la difficulté de la communauté internationale. Rappelons quand même aussi que l'Union européenne, comme la France, essaye toujours de ménager un canal de discussion avec l'Iran, et on ne peut pas avoir le canal de discussion politique, a fortiori dans une situation comme celle d'aujourd'hui, et ne pas faire le minimum de condoléances. Vous savez, on est dans une partie du monde où la face, ça a beaucoup d'importance. On ne peut pas faire perdre la face à ceux à qui on parle. On en vient à cette annonce qualifiée de honteuse par Washington. Israël parle de déshonneur historique. Même le Hamas condamne fermement la demande du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, qui réclame des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, ainsi que son ministre de la Défense, Yoav Gallant, mais également 3 dirigeants du Hamas pour présomption de crimes contre l'humanité. Écoutez. Sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, j'ai des motifs raisonnables de croire que 3 hauts responsables du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ismaël Haniyeh, portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants commis sur le territoire d'Israël et de l'État de Palestine à partir du 7 octobre 2023.
Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. Alors Benjamin Netanyahou, lui, n'a pas manqué de réagir. C'était ce soir. Écoutez le Premier ministre israélien. En tant que Premier ministre d'Israël, je rejette avec dégoût la comparaison faite par le procureur de La Haye entre l'Israël démocratique et les assassins de masse du Hamas. Il s'agit d'une distorsion complète de la réalité. C'est exactement à cela que ressemble le nouvel antisémitisme. Il est passé des campus occidentaux au tribunal de La Haye. Quelle honte! Citoyens d'Israël, je vous promets une chose, la tentative de nous lier les mains échouera. Philippe Toll, de toutes parts, alors on s'en prend à la CPI, aussi bien le Hamas qu'Israël et son allié américain n'acceptent pas finalement d'être placés au même niveau d'accusation. Je dirais que c'est une réaction normale. Ils ont été piqués à vif et donc la réaction est quand même très vigoureuse et très violente. Mais sur le fond, c'est déjà fait. L'annonce est faite. On ne sait pas encore si le CPI va le suivre et les mandats d'arrêt vont sortir, mais l'image d'Israël ce soir est quand même très écornée à cause de cette décision. Et donc le Premier ministre Benjamin Netanyahou, les États-Unis ne peuvent pas faire autre chose que de soutenir Benjamin Netanyahou, même si quand on écoute les États-Unis, quand on pense qu'ils ont dit depuis des mois déjà, ils ont dit il faut arrêter de bombarder Gaza, il faut arrêter la guerre, il faut trouver une solution, il faut que les otages soient libérés, eh bien rien. Donc je pense que les États-Unis sont très embêtés par ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ni les États-Unis ni l'Israël est membre du CPI. Donc la réaction est virulente, mais l'image d'Israël est quand même très dégradée à cause de cela. Une image très écornée. Ce soir, Richard Verly, Anthony Blinken lui parle de honte et il précise que la CPI n'a pas juridiction sur Israël, ce qui est juridiquement vrai d'une certaine manière, puisqu'Israël n'est pas l'un des États signataires de la CPI, tout comme d'ailleurs, vient de le rappeler Philippe, les États-Unis. Tout à fait. Alors, c'est très important. Le langage dans ces moments-là est très, très important, puisqu'on parle de droit. Et vous avez remarqué les expressions calibrées, évidemment, au cordeau, employées par le procureur britannique de la Cour pénale internationale, qui dit « j'ai des motifs raisonnables de croire ». Des motifs raisonnables de croire sur la base de quoi? Sur la base des enquêtes qui ont été menées par son bureau. Il est procureur, il est dans le rôle de l'accusation. Il demande à ce que des mandats d'arrêt soient délivrés. Ensuite, ça va être à la Cour de décider de le faire ou non. Par contre, la réponse de Benjamin Netanyahou, elle n'est absolument pas factuelle. Elle est entièrement politique. Il parle de dégoût, il parle d'antisémitisme et il accuse la CPI de vouloir lier les mains du gouvernement israélien dans la guerre à Gaza. Donc moi, ce qui me frappe, c'est les deux registres. Je pense que alors c'est terrible à dire parce que c'est dans le contexte d'une tragédie effroyable, aussi bien pour Israël qui a été victime d'un assaut terroriste du Hamas le 7 octobre que pour la population palestinienne, mais le débat juridique, il est très intéressant et très important. Si on veut que le droit international continue d'exister et si on veut encore essayer de s'y raccrocher, il était juste impensable que la Cour pénale internationale ne se penche pas sur le cas de Gaza. Je rappelle juste que depuis 2021, c'est très important aussi, la Cour pénale internationale a décidé de rattacher, elle s'estime compétente, sur le cas des territoires occupés, qu'elle considère occupés par Israël et les territoires palestiniens. Oui, parce qu'il faut le préciser, vous avez bien fait de le faire, l'enquête de la CPI ne s'arrête pas ou ne remonte pas au 7 octobre, elle porte sur des faits antérieurs. Tout à fait. Et il y a aussi Hamas qui fait partie du même règlement. Et d'ailleurs, vous voyez bien dans la réaction des États-Unis, on ne parle pas du tout de Hamas, on parle uniquement d'Israël. Donc, je pense que c'était à prévoir quelque chose qui était probablement dans les tuyaux depuis des mois. Mais le problème pour Benjamin Netanyahou, c'est qu'il est chassé de tous côtés.
en Israël par le peuple qui veut que les otages soient libérés, Oui. Par la guerre contre Hamas qui n'avance pas comme il aimerait bien, par les États-Unis qui commencent à le critiquer en disant il faut absolument arrêter la guerre, par les autres alliés arabes dans la région. Donc c'est extrêmement compliqué. Là, il y a quelque chose qui est très difficile pour lui parce que maintenant, s'il y a la sortie de ces mandats, il ne peut pas aller dans 124 pays, parce que s'il rentre dans ces pays-là, il va falloir qu'ils soient arrêtés. Donc sa marge de manœuvre est beaucoup plus réduite après, si ça suit son cours. Donc c'est ça le gros problème pour Benjamin Netanyahu. Je pense que c'est beaucoup plus grave pour le Premier ministre israélien que pour les trois vivre dans la dirigeants de Hamas, par exemple, qui pour eux, ça n'affecte pas tellement leur marge de manœuvre, sauf pour Ismail Haniyeh, qui lui vit ouvertement au Qatar, mais pour les autres, je ne pense pas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, déjà placé au pied du mur par des membres de son cabinet de guerre, son concurrent Benny Gantz lui a donné hier 3 semaines pour préciser sa stratégie pour l'après-guerre à Gaza. Écoutez. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour crucial. Les dirigeants doivent avoir une vue d'ensemble, identifier les risques et les opportunités et formuler une stratégie nationale actualisée. Pour que nous puissions nous battre côte à côte, le cabinet de guerre doit formuler et approuver d'ici le 8 juin un plan d'action qui conduira à la réalisation de 6 objectifs stratégiques d'importance nationale. À faute de quoi il menace de démissionner. Il n'est pas le seul à demander des précisions. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, insiste aussi pour qu'Israël n'administre pas Gaza au terme de la guerre. Ces déclarations, Richard Verly, elles révèlent le talon d'Achille de la stratégie israélienne actuelle, le flou dans lequel Benjamin Netanyahou entretient volontairement ses concitoyens quant aux objectifs de guerre. Oui, incontestablement, mais elle révèle surtout l'état de la société israélienne. Mais ça, on le sait, et on le sait depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, je rappelle quand même que même dans les jours qui ont suivi, il y avait toujours des manifestations contre Benjamin Netanyahou. Il y avait toujours des Israéliens qui très courageusement demandaient son départ et sa traduction devant la justice. Parce que c'est important de le rappeler, le Premier ministre Netanyahou qui dénonce la justice internationale, il a aussi affaire avec la justice de son propre pays dans d'autres domaines, notamment dans des scandales de corruption. Donc oui, on voit bien l'extrême difficulté aujourd'hui du cabinet de guerre israélien à tenir. Après, il faut s'entendre sur les termes. Quand ils disent ça, Gantz et le ministre de la Défense, ils ne disent pas pour autant qu'il faut arrêter l'offensive à Gaza et qu'il ne faut pas aller sur Rafah. Attention, l'idée et je dirais le plan de continuer les opérations militaires jusqu'à Rafah pour éradiquer le Hamas est globalement un plan qui continue de recevoir l'assentiment de la majorité de la classe politique israélienne. C'est une offensive de politique intérieure, j'allais presque dire politicienne, contre Benjamin Netanyahou de la part d'un Benny Gantz qui n'est pas aveugle, qui voit les sondages et qui s'imagine peut-être demain lui-même au poste de Premier ministre. Philippe Toll, ou bien y a-t-il réellement à cœur chez cette personnalité politique les intérêts supérieurs d'Israël? Je pense que c'est une putsch politique pour se débarrasser de Benjamin Netanyahou. Benny Gantz sait qu'il est parmi les membres, les politiques israéliens qui ont leur mot à dire, qui sont acceptés à l'étranger. Il est déjà parti il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Et il profite de la chute dans les sondages d'opinion de Benjamin Netanyahou pour lancer ce putsch. Mais je pense aussi qu'il y a une grande inquiétude sur l'après-Gaza. Qu'est-ce qui va se passer à Gaza? Comment on va reconstruire Gaza? Avec quelle organisation qui va contrôler Gaza? Tout ça, c'est des questions qui restent en suspense. Et on n'a pas eu de Benjamin Netanyahu aujourd'hui un plan clair pour la fin de la guerre. C'est toujours on va détruire Hamas, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Et avec qui? Ce n'est pas avec Hamas, évidemment. Ce n'est pas avec l'autorité palestinienne. Comment on va faire pour réorganiser la région? Et il y a des soupçons derrière tout cela aussi que l'extrême droite en Israël a un autre agenda, à savoir de reprendre le contrôle de Gaza
et de faire sortir les Palestiniens pour faire un Israël encore plus grand. Donc je pense que tous ces éléments différents ont fait en sorte qu'à un moment, il dit, bon, allez, stop, il faut qu'on continue l'offensive à Gaza. Je suis d'accord avec Richard, mais il faut qu'on voit un peu plus clair sur l'avenir et sur ce qui va devenir Gaza après la fin de la guerre. Le signe que la jurisprudence Sharon, d'une certaine manière, est toujours d'actualité chez nombre d'Israéliens. Ils ne veulent pas demain administrer Gaza. Et vous imaginez ce que ça suppose ? Imaginez qu'Israël devrait administrer Gaza, c'est juste, d'abord, c'est une ruine. D'abord, ce serait une situation extrêmement difficile. Donc, je crois que personne, en tout cas, même peut-être Netanyahou lui-même, ne juge ça pensable. Au fond, beaucoup peut-être préféreraient, à l'exception de l'extrême droite israélienne, qui effectivement est dans une logique de recolonisation, eh bien, à l'exception de cette frange-là, les autres préféreraient sans doute voir un champ de ruines qui soit inhabitable pour les Palestiniens sans avoir à le contrôler. Merci Richard Verly. Philippe Turle, on va plus loin, c'est terminé. Retrouvons-nous donc dans 4 minutes dans l'essentiel. Événement. Mesdames et messieurs, faites vos bagages, la France vous attend. Destination Paris, pour suivre en direct l'événement sportif le plus attendu de l'année. On se prépare pour créer un exploit. Des chroniques hebdomadaires, des invités d'exception. C'est la fête, le sport, et il faut que ça reste comme ça. L'ouverture des Jeux est imminente. C'est bientôt, soyez prêts. Destination Paris avec France 24. Tous les soirs, ne manquez pas l'essentiel, présenté par Raphaël Kahn. Pour tout savoir et mieux comprendre l'actualité, avec nos experts, nos reporters, nos éditorialistes. Ensemble, partageons l'essentiel de l'actualité sur France 24.